Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 27 août à la une de l'actualité. 13e jour de la campagne électorale. Les candidats à la présidentielle et leurs représentants multiplient les rencontres avec les Algériens à travers le pays. Nous ferons le point sur les activités de la 11e journée hier. 12e journée, pardon. Les préparatifs du prochain scrutin avancent à l'étranger également. Les délégations de l'ANI mettent les dernières touches pour un vote dans les meilleures conditions. Nous irons ce soir auprès de notre communauté en France et en Italie. Arrivée du navire algérien Ineker transportant la première cargaison de carburant vers le Liban. Ce geste de solidarité avec ce pays frère est largement salué. Les détails tout à l'heure. Émotion et découverte à la fin de cette édition avec le retour aux sources d'Algériens établis à l'étranger et leurs enfants qui visitent leur pays et s'imprègnent de son histoire. Reportage à la Casbah d'Alger. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre journal par la campagne électorale qui arrive à son 13e jour. Les candidats et leurs représentants sont allés à la rencontre des Algériens à travers le pays. Ils tentent de convaincre mais aussi répondre aux préoccupations des électeurs. Le résumé de la journée d'hier, la 12e par Rina Lerari. Animant un meeting depuis la wilaya d'Adrar au 12e jour de la campagne électorale, le candidat du mouvement de la Société pour la paix, Hassani Cherif Abdelali, s'est engagé à mettre en place des programmes de développement pour les régions du Sud afin de les rendre plus attractives, suivant une approche socio-économique axée sur la réalisation de grands projets et infrastructures et la promotion de l'investissement dans divers secteurs, notamment l'agriculture et l'industrie de transformation. Évoquant le potentiel touristique de cette wilaya, le candidat du MSP a souligné la nécessité de protéger le produit national, d'améliorer les normes de qualité, de valoriser les capacités locales, les ressources et l'artisanat, d'étendre les mécanismes de financement au niveau local, tels que les subventions et les fonds de développement, et d'adapter les investissements aux besoins. Le candidat du MSP a appelé en outre les citoyens d'Adrar à se rendre massivement aux urnes, affirmant qu'une forte participation à cette élection cruciale enverra un message clair à ceux qui veulent nuire à la patrie. Lors d'un meeting animé à Ouargla, le candidat du Front des forces socialistes, Youssef Aouchiche, a affirmé qu'il œuvrera à mettre en place un système économique équilibré qui donne aux compétences nationales la chance d'investir, soulignant que l'Algérie dispose des potentialités et des compétences à même de réaliser le développement escompté par le peuple, d'où la nécessité pour le secteur des hydrocarbures, pourvoyeur de richesses, d'appuyer l'économie nationale. Exposant sa stratégie sociale, le candidat du FFS s'est engagé à lutter contre le chômage, notamment chez les jeunes, en tenant compte des spécificités et des potentialités de chaque région de notre pays. Le premier secrétaire national du FFS a également promis de revoir les salaires et d'augmenter les allocations destinées aux catégories vulnérables de la société, proposant d'allouer une partie de la fiscalité pétrolière au financement d'un fonds d'investissement dédié aux grands projets pour la création d'emplois. Lors de plusieurs meetings à travers le pays, les responsables des partis politiques ont exprimé leur soutien au candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune. Le chef de file du FLN, Ben Mbarek, a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes entamées et de consolider les acquis réalisés lors du premier mandat de Tebboune. Idem pour le président du Front Al-Moustaqbel Boutbeg qui a rappelé les importantes réformes, notamment en faveur de toutes les couches de la société. Le secrétaire général du RND, Mustafa Yahi, a assuré que voter pour Tebboune lui permettrait de poursuivre la réalisation de nouveaux programmes d'habitat. De son côté, le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a salué l'engagement de Tebboune à créer 450 000 postes d'emploi et à augmenter l'allocation chômage. Dans le même esprit, la présidente du parti Tej, Fatima Zohra Zerwati, a affirmé que le programme de Abdelmadjid Tebboune est porteur d'espoir pour toutes les catégories sociales. Les présidents du parti El Fajr El Jadid et de Sawt al-Sha'b ont quant à eux appelé à un soutien massif au candidat indépendant Tebboune, lui permettant de poursuivre le processus de développement du pays. Les préparatifs du prochain scrutin s'accélèrent à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les délégations de l'autorité nationale indépendante des élections pour l'étranger enchaînent également les rencontres pour sensibiliser à l'importance des prochaines échéances. Illustration en France dans cette correspondance de Hafef Belhouchet.
À moins d'une semaine du début du scrutin, l'ANI et les représentations diplomatiques accélèrent le rythme des préparatifs. Elles multiplient également les visites de proximité auprès de nos concitoyens, comme ici à Montereau, dans la circonscription consulaire de Créteil, afin de les sensibiliser à l'importance de cette échéance. Nous sommes ici pour insister un peu plus sur l'importance capitale de ce scrutin. Il faut démontrer au monde entier, et je dis bien au monde entier, l'attachement des gens envers leur pays. Cette rencontre a été organisée grâce à la mobilisation du mouvement associatif sur place, très impliqué malgré la particularité de la saison estivale. Il est impératif de nous mobiliser et de mobiliser notre communauté pour participer aux élections. Les cœurs de notre communauté sont tous en Algérie. Ici, nous ne sommes que de passage et nous espérons rentrer un jour au pays. Cependant, un sentiment de devoir peut être parfois contrarié par la difficulté de se déplacer jusqu'au siège du consulat situé à plus de 70 km, d'où la décision d'ouvrir des bureaux de vote délocalisés sur place, une annonce accueillie favorablement par les présents. La population des Algériens en France demandait à ce qu'il y ait des petits bureaux de vote qui soient ouverts près de leur habitation. Et c'est essentiel, donc les gens auront encore plus envie de venir voter pour les futures élections présidentielles et on est d'ailleurs tous heureux. Pour moi, elle est importante déjà pour tous les Algériens qui puissent justement voter et puis exister déjà, pour dire que on est tous là pour notre pays. Et j'incite à tous les Algériens d'aller voter. Réunion de sensibilisation co-animée par la délégation de l'ANI, conformément aux dispositions de la loi organique portant sur le régime électoral. Tout à fait, on l'a fait à Nanterre, on l'a fait à Marseille, mais pas que, mais à travers toutes les missions diplomatiques et consulaires. Lorsque l'on va sur place, on rencontre des citoyens algériens dans des guichets, comme ça en aparté ou par pur hasard, et on demande leur avis. Ils viennent vers nous pour nous poser des questions concernant l'établissement des cartes électorales, par rapport à la procuration, si elle est toujours en cours pour les établir. On leur explique ce que prévoit la loi électorale là-dessus, mais aussi des soucis liés au rôle qui doit être le sien par rapport à la société civile, les relations qui doivent exister avec les missions diplomatiques. Et l'une des autres missions de l'ANI est de veiller à former les encadrants des bureaux de vote, comme ce fut le cas au consulat d'Algérie à Nanterre, où la délégation de l'ANI a animé un atelier débat organisé par le consul d'Algérie à Nanterre, à l'attention des membres des bureaux de vote. Objectif, veiller au respect des mesures légales et à la régularité du scrutin. Même chose en Italie où la délégation de l'ANI met les dernières touches en prévision du jour J. Le prochain scrutin présidentiel revêt une grande importance pour les 33 000 Algériens établis dans ce pays, nous dit Afab Belhouchet. L'Italie, l'un des pays les plus proches de la rive nord de la Méditerranée, y compris sur le plan culturel, abrite depuis quelques années une petite communauté algérienne, certes, mais très attachée à son pays. On a à peu près 33 000 ressortissants algériens en Italie. La moitié de notre communauté se trouve au nord du pays, parce que le nord, c'est l'industrie. Par contre, on trouve l'autre moitié entre le centre et le sud du pays. C'est une immigration bien organisée, surtout au nord du pays. C'est une immigration qui est très attachée au pays. Un lien que l'État s'efforce de renforcer quotidiennement, selon les déclarations de l'ambassadeur d'Algérie sur place. Je ne dis pas chaque jour, mais à chaque fois, on reçoit des instructions, on reçoit des recommandations, des instructions pour bien prendre en charge la communauté et essayer toujours de lier cette communauté à la nation et faire contribuer la communauté dans le développement du pays. Ici, quelques 7500 électeurs sont attendus du nord au sud en passant par le centre. Les préparatifs pour les accueillir sont en place dans les différents centres de vote, dont certains itinérants, puisque la circonscription de Rome couvre jusqu'à Sarajevo. On a deux bureaux. On a un bureau fixe qui est au niveau du consulat, de la section consulaire, et on a un bureau itinérant qui couvre 4 ou 5 régions. Donc, le bureau va commencer à partir de Sarajevo, c'est un autre pays, et on va passer par Ancona. Après, on va vers Pide Roja et
et VT Repo. D'abord, on a 2 consulats. On a un consulat général à Milan et un consulat général à Naples. Donc, il y a 10 bureaux. Donc, 5 bureaux au niveau du nord et 5 bureaux au niveau du sud. Contrairement aux bureaux délocalisés, les bureaux itinérants changent d'emplacement, d'où l'importance de bien communiquer les adresses. On a le site internet, on a les réseaux sociaux de l'ambassade, Facebook, Twitter, et on a les relais. Nos relais, ça veut dire on compte beaucoup aussi sur le mouvement associatif pour nous accompagner dans cette opération. On a pris toutes les mesures nécessaires, réglementaires, pour assurer la transparence des élections et la neutralité de l'administration. Et comme dans tous les autres postes diplomatiques, à Rome et partout en Italie, ce sont les membres de l'ANI qui gèrent toute l'opération, de même que les candidats peuvent surveiller le scrutin à travers leurs représentants. Sur instruction du président de la République, arrivé ce mardi du navire algérien Ineker transportant la première cargaison de carburant vers le Liban, 30 000 tonnes de fioul qui seront déchargées au port de Tripoli dès la finalisation des procédures douanières. Je vous invite à écouter le ministre libanais de l'énergie et l'ambassadeur d'Algérie au Liban. اليوم الجزائر جسدت وعد الرئيس. Aujourd'hui, l'Algérie consacre l'engagement du président de la République qui a promis de soutenir le Liban. Cet élan de solidarité n'est pas nouveau pour la diplomatie algérienne. Nous l'avons hérité de nos aïeux. La révolution algérienne a également triomphé grâce à la solidarité des peuples. La solidarité du peuple libanais avec la révolution algérienne est inscrite dans l'histoire de l'Algérie. كمان عاشت بتضامن الشعوب والبلدان. هذه المبادرة هي استكمال للعلاقة الأخوية المتينة. Cette initiative vient renforcer les relations fraternelles qui lient les deux peuples algériens et libanais et sur lesquelles nous misons beaucoup dans les partenariats entre les deux pays, notamment dans le secteur énergétique. L'arrivée de cette première cargaison de fioul contribuera à diversifier les sources énergétiques du Liban et à poursuivre l'alimentation en énergie dans notre pays. Et ce geste de solidarité avec ce pays, le Liban, frère dans la conjoncture difficile actuelle, une initiative largement saluée, nous dit notre envoyé spécial Mohamed Yassine Naqash, commentaire de Bader Amani. Ici, tous nos appareils fonctionnent avec de l'électricité. Cela fait 15 jours que nous en sommes privés. كله بالكهرباء وحاليا نحن هون بالمنطقه هون لنا شو 15 يوم ما في كهرباء. تقريبا صرنا اكثر من 20 يوم ما في. Cela fait 20 jours que nous sommes dans le noir. L'éclairage est fait ici à partir de générateurs, ce qui fera automatiquement augmenter notre facture d'électricité. Les gens ici partagent les frais du générateur selon leurs moyens pour faire fonctionner leurs appareils. La crise d'électricité à laquelle fait face le Liban due au manque de fioul a contraint les citoyens à se débrouiller chacun à sa façon. L'Algérie n'a pas hésité à aller au secours de ce pays frère en envoyant un don de 30 000 tonnes de fioul. شحنة 30,000 طن التي قدمها لنا فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وهذا. Le don de l'Algérie pour le Liban, décidé par le président Abdelmajid Tebboune, témoigne encore une fois de la solidarité de votre pays et de son peuple envers le Liban. Nous savons que vous êtes aux côtés du Liban dans cette crise. الرئيس عبد المجيد تبون أو شعبا من الناس الذي مثلكم أخي وكل المشاهدين نحن نعرف أنهم يقفون مع لبنان في هذه الضيقة الاقتصادية. Nous remercions beaucoup l'Algérie pour son aide. L'Algérie est toujours présente pour aider les pays arabes et pas seulement pour l'électricité comme dans notre cas. Mais ce pays, aussi loin que je me souvienne, est connu pour son soutien permanent aux pays arabes. C'est là l'une des crises les plus difficiles que traverse le Liban depuis celle de 2019. L'Algérie, connue pour sa solidarité avec les pays amis et frères, n'hésite jamais à leur venir en aide.
Start-up, cette délégation algérienne qui s'est rendue dans le centre de recherche technologique de Pékin en Chine, où elle s'est pour s'enquérir des dernières trouvailles et technologies avancées dans les plus importants incubateurs et entreprises industrielles. Le groupe se dirigera par la suite vers Shenzhen. Les détails de Mohamed Darahmoun Badiamani. Au cœur de la ville de Pékin se situe l'un des plus grands centres de recherche scientifique et des start-up. La délégation algérienne qui s'est rendue en Chine a pu s'enquérir du climat des affaires ainsi que des dernières technologies utilisées par ce pays. Ici en Chine, on nous donne l'opportunité d'exploiter nos potentialités dans différents domaines d'activité. Lors de cette rencontre, nous avons montré aux Algériens les axes de la recherche scientifique à Pékin. La Chine est un pays très avancé technologiquement. La visite de la délégation algérienne de l'incubateur leur permettra de découvrir toutes les nouveautés. En visitant le nouvel aéroport international de Pékin, la délégation algérienne composée des start-upers a pu découvrir les dernières technologies utilisées par les grandes start-up qui ont contribué à la réalisation de cette grande infrastructure à l'architecture unique et exceptionnelle. Nous allons nous inspirer de cette expérience chinoise qui est très enrichissante. Nous voudrons l'introduire en Algérie dans l'objectif de développer nos start-up. Nous avons été au fait des mécanismes adoptés ici en Chine pour le développement des start-up. Nous avons découvert comment travaillent les start-up en Chine et quelles sont les facilitations offertes par l'État chinois. Lorsque les moyens sont mis à la disposition des jeunes, ils peuvent innover et prendre des initiatives pour le développement du pays. Nous souhaitons profiter de cette expérience pour la transférer en Algérie. Et c'est là justement l'objectif, relever le défi en développant les start-up en Algérie pour jouer pleinement leur rôle dans le développement économique national. Installation hier des membres du comité de suivi du commerce extérieur par le ministre du Commerce et de la promotion des exportations. Taïb Zitouni a mis en avant l'intérêt accordé par le président de la République à ce dossier, affirmant que le nouvel outil renforcera la performance du secteur et réalisera les objectifs de croissance. Par ailleurs, Zitouni a fait savoir que la balance commerciale a enregistré un excédent de 3,75 milliards de dollars lors des 7 premiers mois de 2024. Les importations ont atteint 26,62 milliards contre 30,36 milliards de dollars pour les exportations. À l'étranger, cette campagne de propagande lancée par le Marzan avant le sommet Chine-Afrique, elle vise la participation légitime de la RASD et tente de la perturber en lançant des rumeurs et des déclarations mensongères sur une prétendue exclusion. Les détails par Yasmine Massaoudi. Tentant de faire oublier l'échec cuisant de ses manœuvres à Tokyo, le régime du Marzan s'est lancé via sa presse dans une campagne de propagande. En effet, le pays tente de détourner l'attention en clamant une prétendue exclusion de la République arabe sahraoui démocratique du sommet du Forum de la coopération sino-africaine prévu en Chine. Une déclaration fictive car la République arabe sahraoui démocratique n'a jamais été impliquée dans ces réunions bilatérales depuis la création du forum, ce qui rend toute prétendue exclusion impossible. Pour comprendre cette controverse, il est essentiel de connaître les partenariats de l'Union africaine. Les partenariats multilatéraux tels que la TICAD impliquent tous les membres de l'UA. En revanche, les partenariats bilatéraux concernent uniquement les pays africains invités par la Chine. La RASD, comme d'autres nations, n'a jamais participé aux réunions bilatérales sino-africaines, ce qui contredit les allégations marocaines d'exclusion. Les tentatives marocaines pour exclure la RASD ont mis en lumière les faiblesses de sa stratégie face à l'UA et aux autres nations africaines. L'échec du Maroc à contrer l'opposition africaine ainsi que le soutien du Japon n'a fait qu'aggraver sa situation. Face à ce fiasco, le pays essaye de détourner l'attention en diffusant de fausses informations sur le sommet qui se tiendra le 6 et 7 septembre en Chine. Le Marzan semble ignorer la position constante de la Chine vis-à-vis de la question de décolonisation du Sahara occidental, exprimée lors des réunions de l'ONU, ainsi que par les communiqués émis par les autorités chinoises à maintes occasions. Lors de la visite en Chine du président de la République Abdelmadjid Tebboune en 2023, la Chine a réaffirmé sans ambiguïté aucune cette position.
Par cette dernière tentative de détourner les regards du scandale de Tokyo, le Maroc avoue implicitement son échec face au retour en force de la République arabe sahraoui démocratique au sein des forats internationaux. La machine de guerre génocidaire sioniste poursuit ses massacres à Gaza. Au moins 41 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans plusieurs attaques dans le centre de l'enclave. Les Palestiniens tentent de survivre au bombardement et sont contraints de se déplacer sans arrêt dans des conditions inhumaines. Le point avec notre correspondant Wissam Abouzaïd, commentaire de Yasmine Massaouti. Alors que l'armée sioniste a ordonné de nouvelles évacuations près de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Dir el-Balah, des centaines de civils, des journalistes ainsi que des blessés et leurs soignants ont été contraints de fuir. Nous avons été contraints de nous déplacer sans savoir où se rendre. Je peine à marcher car mes plaies sont encore ouvertes et je ne suis pas encore guérie. Regardez. L'état de santé des blessés s'est considérablement aggravé. Certains ont été évacués par ambulance vers des hôpitaux situés dans le sud de la bande de Gaza, tandis que d'autres n'ont trouvé refuge que sous des abris de fortune, exacerbant leur souffrance. L'état de santé de mon fils est grave. Il est en train de mourir. Où voulez-vous qu'on aille? Il ne reste plus qu'une centaine de patients dans les hôpitaux, accompagnés de quelques médecins qui poursuivent leur travail humanitaire malgré les dangers imminents et les craintes d'incursion. À l'image de ce qui s'est produit dans d'autres hôpitaux où plus de 300 membres du personnel médical ont été tués, maltraités ou arrêtés. Cette situation a semé la panique parmi les patients et les blessés à l'intérieur de l'hôpital, craignant que le même scénario ne se reproduise comme dans les autres établissements. Cet hôpital, qui est le seul encore en activité dans la région, fournit des soins à plus d'1 million de personnes. Des universités aux écoles, en passant par les hôpitaux et les infrastructures publiques, tout est constamment ciblé par les attaques de l'armée d'occupation sioniste. Depuis le 7 octobre dernier, 134 000 Palestiniens sont tombés en martyrs ou blessés et plus de 10 000 sont portés disparus en raison des destructions massives et de famines sévères. Retour dans le pays pour aller à la Casbah d'Alger. Ce n'est pas une énième visite de la vieille Médina qu'on vous propose, mais des rencontres avec des Algériens établis à l'étranger et leurs enfants. Une nouvelle génération qui revient à la source et découvre ses origines. L'émerveillement est souvent au rendez-vous. Reportage de Samia Bouarouche. Même s'ils résident ailleurs, nos ressortissants algériens établis à l'étranger restent fidèles à leur patrie. Ils nous ont exprimé leur attachement au pays. Nous les avons rencontrés au cœur d'Alger. Ah oui, j'ai pris des photos vraiment, j'ai posté en story pour vous montrer un petit peu que l'Algérie, c'est pas, il y a quand même des endroits beaux, des endroits cachés qu'on pourrait montrer. L'Algérie a sa beauté, vous comprenez. I'm from England. I visited Maqam Shahid. I visited La Pointe, the beaches of Algeria. It's really nice. On venait surtout pour la famille et là on a fait notre séjour à Alger et c'est surtout pour découvrir des paysages. Donc là par exemple on fait la Casbah, mais on va aussi faire le jardin d'essai, on va essayer de faire des musées aussi parce que moi je suis très attachée à l'histoire de l'Algérie. Et c'est la première fois que je viens donc ça fait toujours quelque chose, hein. C'est intéressant. Malgré la chaleur, le flux des ressortissants algériens et touristes étrangers n'a pas connu de baisse. Chacun sa raison, entre curiosité de découvrir le Behja, connaître davantage l'histoire ou tout simplement déambuler dans un endroit authentique. J'ai visité la Casbah pour apprendre aussi un peu plus sur l'histoire. Je suis française et je passe mes vacances en Algérie chaque année. Et du coup, cette année, on est parti à Oran en première étape. Deuxième étape, on est parti à Béjaïa. Et là, du coup, on est ici à Alger pour visiter la Casbah. Les paysages, ils sont magnifiques et on trouve l'authenticité. Dans chaque ville où on peut aller, on retrouve l'authenticité, la beauté des paysages. Et c'est ça qui me marque et qui fait que je reviens chaque année parce que je redécouvre à chaque fois et je trouve ça magnifique. Très bien. On compte visiter d'autres villes. D'accord. Comme Tlemcen, Tlemouchent. Je viens découvrir l'Algérie. Ça fait 11 ans que je ne suis pas rentré. Et je découvre un pays magnifique. Je voulais découvrir l'histoire de l'Algérie
Parce que je voulais tellement, parce que ça fait longtemps que je suis pas venue en Algérie en plus, et je suis très contente d'être venue. Je suis français et ce qui est exceptionnel en Algérie, c'est déjà avant tout à Alger, c'est les Algérois. C'est des personnes, les gens sont vraiment adorables, d'une gentillesse absolue. Et c'est avant même les monuments, c'est la population moi, que je retiens. Moi, ce que j'aime bien, c'est les tags, enfin, toutes les peintures sur les murs et les forteresses. Les visiteurs de la Casbah cherchent également à dénicher la perle rare, le bon plan ou la découverte chez les artisans, histoire de garder un souvenir ou d'immortaliser des moments inoubliables. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.